tu... C'est que ça met la pression, en fait. Hein. Je crois qu'on est en direct. Bonjour à tous. Alors, on est en direct sur ma formation médicale. Et ça fonctionne, me dit-on dans l'oreillette. Ça fonctionne, on me dit dans l'oreillette. Alors, on va vous expliquer comment ça fonctionne tout de suite. Vous pouvez, dès à présent, mettre des messages dans le chat. Déjà, s'il y a des gens connectés. Il y a une caméra qui va sauter, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je vais pouvoir la changer juste après, parce que moi, je parle pas beaucoup, donc ça va. Et puis voilà, moi, je répondrai à vos messages et puis je poserai des questions. Alors, c'est tout à fait normal si vous pouvez, tout le monde peut participer en même temps, hein, sinon ce serait une cacophonie. C'est pas un space Twitter, on n'y est pas encore, mais bientôt. Prochaine étape. Donc, je vais faire un petit tour de table. Alors, on est un peu mal poli ici, c'est qu'on va pas commencer par les invités, mais c'est normal parce que je commence par mon acolyte. Du coup, Priscilla, Oui. on a qui avec nous autour de la table? Alors, on a Florent Prélo, on a Priscilla Fréchu et on a Barbara Rampillon, donc ce soir, tabacologue experte qui vient donc nous parler de la prise en charge du tabagisme dans ce mois de novembre 2024, mois sans tabac. Barbara, bonsoir et merci d'être là. Merci Priscilla. Alors, mois sans tabac 2023, t'as un an d'avance. 2024, je me mélange avec ces dates. Excusez-moi, 2023. Merci de m'accueillir pour ce format original. Elle se base toujours sur la prochaine Saint-Patrick, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Elle est déjà passé. Non, je pense DPC, déroulé pédagogique. Oui, c'est parce qu'on a des projets ensemble, c'est pour ça. Merci de m'accueillir sur ce format original, donc ça commence bien, effectivement. On va pas s'ennuyer. Alors, c'est tout l'intérêt. Hein. Le but du jeu, c'est vraiment de se détendre, de faire quelque chose d'hyper technique, parce que c'est quand même le moment, c'est quelque chose de sérieux, c'est important, ça change des vies. Donc, du coup, le but du jeu, c'est d'en parler le plus sereinement possible, et puis surtout de donner envie aux gens d'arrêter. Enfin, de continuer de nous regarder et d'arrêter le tabac. De se mettre, on va dire, en mouvement. Voilà. Et puis que ça dure surtout. Oui, tout à fait. Ouais, c'est l'idée d'aujourd'hui. Eh ben, dans ce cas, on va commencer par un petit peu contextualiser, définir tout ça, parce qu'on s'y perd entre, déjà, quand on discutait ensemble. Alors, moi, je suis non-fumeuse, hein, je suis très fière de le dire. Mais je m'y perds entre nicotinomane, fumeur, est-ce que c'est de la dépendance, à quoi on est dépendant, etc. Donc, on va un petit peu parler de tout ça. Pour commencer. Par contre, je vais peut-être, on est en direct. On est en direct, vas-y. Du coup, je vais peut-être rallonger un peu ma présentation, parce que comme ça, je vais même faire. Fidel Castro est dans la place, on est passé de 4h à 8h, donc tenez-vous prêts. Vous êtes prêts, vous avez toute la soirée, parce que, vilaine. Mais non. non. Quand même, pour mon parcours, donc moi, j'étais sage-femme pendant 20 ans, je suis tabacologue, spécialisée en TCC. Ça va compter aujourd'hui dans la présentation aussi. Effectivement, tabacologue depuis 2006. Je travaille à Montpellier. Vous voyez, je suis venue de loin. C'est gentil. En prise en charge directe, consultation tabaco TCC. Et à Paris, je travaille en psychiatrie. Forte dépendance nicotinique. Et puis, je suis aussi libérale et je suis formatrice et peut-être bientôt en partenariat, mais formatrice tabac et consultante ergonome, parce que j'ai aussi un master d'ergonomie. C'était juste parce que tout ce que je vais vous présenter, tout ce qu'on va échanger aujourd'hui, c'est quand même issu d'un parcours multidisciplinaire. De toute ton expérience. Voilà, l'approche et le contenu, il vient pas que de la tabaco. Voilà, d'accord. C'était pour préciser ça. Et non, je n'ai pas fait 4 heures. Elle a été synthétique, concise, lui a mis la pression. Ok, alors on va commencer. Est-ce que tu peux, on va un petit peu décrypter les termes qui sont utilisés dans la lutte contre le tabac. Il y a une chose intéressante que tu m'as dite, c'est, on va pas parler de lutte. C'est assez négatif. On va parler de prise en charge ensemble dans la prise en charge du tabac. C'est comme ça qu'on a nommé le webinaire, parce que tu m'as dit non, la lutte c'est négatif, pardon. Et donc ça, je pense que ça joue déjà chez les personnes qui désirent arrêter. C'est donc une lutte, un combat que tu dois avoir au quotidien. Est-ce que tu peux nous éclairer sur quelques termes déjà pour faire une distinction entre nicotinomane et fumeur? En quoi consiste cette distinction et pourquoi est-ce qu'il est important pour les professionnels de santé de la comprendre? Et pour les patients. Et pour les patients, et pour les fumeurs. De prime abord, exactement. Nicotinomane, c'est un mot que j'utilise personnellement quand je reçois un patient, quand je forme un professionnel, vraiment faire la différence entre, voilà, vous êtes fumeur, vous êtes nicotinomane et fumeur. Le nicotinomane, c'est la partie, cela fait des années que je consomme une substance psychoactive qui est la nicotine. Donc ça renvoie à la physiologie, au corps, un peu comme un régime alimentaire. Fumeur, c'est le côté, j'ai des habitudes et j'ai introduit un geste depuis de nombreuses années dont j'ai du mal à me séparer. Donc vraiment, ces distinctions sont importantes. Le nicotinomane,
c'est celui qui a besoin de la substance, donc de la nicotine. Il va falloir le gérer d'une certaine façon, et qui renvoie à la dépendance physique. Il est sous-estimé, celui-ci. Il est sous-estimé par ceux qui disent, non, mais moi, j'arrête demain, j'arrête tout seul, voilà. Notamment ceux qui vont faire tout le mois sans tabac en tenant ou en luttant et qui vont reprendre. On a tous autour de nous, des comme Oui, ça. oui, mais c'est normal, je veux dire, c'est bien. Et puis le fumeur, c'est celui qui a des habitudes, qui a introduit un geste, un comportement, et celui-là, il a du mal à s'en passer. Donc, il est important de faire la distinction parce que il va falloir nourrir le nicotinomane et accompagner le fumeur à se déconditionner. Voilà, et c'est vraiment important. Les gens le sous-estiment, donc il faut aller évaluer ça. Si on ne nourrit pas le nicotinomane, essayer de fumer sans prendre sa substance, c'est comme essayer de craquer sur un dessert quand on a très faim. Ouais, c'est quand même plus compliqué. Par contre, si vous avez mangé une bonne raclette, il y a de grandes chances que vous passiez le dessert. Voilà, c'est un peu l'idée. Il faut que le nicotinomane soit. En fait, il faut pas faire un arrêt en ayant faim de nicotine. Alors Voilà. c'est la question moi que j'avais. Ah oui, moi je suis là pour chambouler complètement le plan. Toujours, on adore. Alors du coup, je d'habitude. me dis, vas-y, je jette ça. Non, la vraie question c'est une addiction qui est très spécifique ou ça se rapproche d'autres typologies d'addiction, type le sucre, type tout L'héroïne, type de la drogue, cocaïne. Ouais, ça se les rapproche. écrans. Voilà, Alors, tout il ça. n'y a pas d'addiction aux écrans, il y a des addictions aux jeux, mais ça, on pourrait y revenir une autre Ah fois. bah, c'est intéressant. clair, c'est ça. Voilà. Intéressant. Non, il n'y a pas d'addiction aux écrans, c'est des expositions aux écrans. Mais ça, c'est autre chose. Effectivement, en fait, le fumeur, il a introduit une substance qui s'appelle la nicotine de la même. C'est pour ça que j'ai côté nicotinomane, parce que c'est indépendant de la nicotine. Héroïnomane, cocaïnomane, etc. Donc oui, c'est le même process. C'est juste qu'il n'a pas affaire à la même substance. Cette substance-là n'a pas les mêmes effets sur le corps que les autres substances. Par contre, elle a les mêmes effets au niveau du cerveau, au niveau du circuit de la récompense. Par contre, c'est la plus addictive de toutes. Donc, il faut bien évaluer. Donc, oui, c'est la même chose. Le nicotinomane, je dirais, est un addict comme les autres. D'accord. Est-ce qu'il y a une addiction parce qu'on en prend fréquemment en pensant que ce n'est pas si grave que ça. En fait, il y a une forte prise par rapport à effectivement une autre drogue où on va soit plutôt récréatif ou plutôt dans des cas très spécifiques. C'est le fait de consommer beaucoup qui fait que ça rend encore plus addict. Alors, il faut faire justement d'où la nécessité de la différence entre nicotinomane et fumeur. La dépendance est une chose, c'est purement physiologique. Et ça, c'est quelle que soit la substance. L'addiction, c'est autre chose. C'est le fait d'avoir introduit un comportement dont on ne peut plus se passer alors même qu'on voudrait le faire. D'accord. Donc, c'est multifactoriel. Le côté nicotinomane, c'est la dépendance physique. On n'est pas tous égaux. Voilà, il y a des gens qui effectivement voulaient patcher parce que pour en venir aussi, on avancera, mais On va en parler. Ouais, le nicotinomane, on le gère en le patchant. Il y a des gens qui fument. Je vais vous donner un exemple. Vous avez 2 personnes qui fument 10 cigarettes par jour. Vous en avez un, vous allez lui donner des patchs en pensant qu'il est voilà, et ben il va être malade avec les patchs. D'autres, il va falloir lui en mettre 2. Ouais, ça me fait penser, par exemple, On n'est pas égaux là-dessus. Et t'as même des fumeurs occasionnels, t'as des gens qui vont fumer quand ils vont prendre une bière, mais qui vont se dire non, je suis pas fumeur ou j'ai C'est pas ça. de dépendance, Donc- mais qui vont quand même le faire, associé à un moment. Donc, Voilà. c'est quoi ça? Et les deux, ça peut être les deux. C'est-à-dire, c'est pour ça, il faut vraiment évaluer la part. Est-ce que je suis fortement nicotinomane? Si oui, il faut que je sois substitué. Il faut que je mange à ma faim. Il faut que je donne à mon corps ce qu'il faut. Et ça s'évalue. Ça s'évalue avec un professionnel. Et si possible, tabacologue. Comme Barbara Rampillon. Entre hein. autres. Mais il y en a d'autres. Mais vraiment, il faut que je suis fumeur. Il faut que là, les fumeurs qui écoutent ou ceux qui seront pris en charge se disent, OK, il faut pas que je sous-estime la part physique. Il ne faut pas que je m'affame, un peu comme faire un régime. Je ne m'affamerai pas, je vais aller voir. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut conscientiser. Hein. La dépendance physique, on ne la conscientise pas. Il faut aller évaluer si j'ai besoin tous les jours de nicotine. Si j'en ai besoin et que j'arrête brutalement, je m'affame. D'accord. Et effectivement, quand on va arriver une tentation, quand va arriver le fumeur qui lui ne peut pas s'en empêcher, il va y avoir double dépendance. Je vais avoir une envie phisique et en plus une envie comportementale. Donc la fameuse soirée, etc. Ça peut être aussi parce que toute la journée j'ai tenu et je suis en hypoglycémie tabagique quoi. Je suis en hypoglycémie. C'est la Imaginez, récompense même en fait. de la fin de journée. j'arrive le soir, je suis en hypoglycémie tabagique. Donc j'ai besoin de nicotine et 2, j'ai une situation où le fumeur. Là, j'ai double peine. Donc, mais si je suis pas en hypoglycémie tabagique, j'ai peut-être une opportunité de pouvoir me dire bon, et si j'ai introduit des alternatives, de pouvoir aller dessus. Mais encore une fois,
passer devant une boulangerie quand on n'a pas mangé depuis 2 jours, c'est plus compliqué que quand on sort d'une raclette, quoi. C'est évident. En termes de tentation, mais c'est exactement ça. Il faut nourrir le nicotinomane. Le problème, c'est que les gens se disent, non, mais moi, c'est dans la tête. Moi, c'est que dans la tête. Et pas toujours. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils disent, non, mais moi, je suis hyper dépendant. Vous leur mettez un patch, ils sont malades. Et du coup, ils se retrouvent avec leur comportement. Donc, il faut vraiment arriver à faire le tri et c'est vraiment très important pour durer. Justement, on va parler un peu des solutions de sevrage. Donc, toi, tu as une approche qui est très particulière et assez unique, même, je dirais. Tu utilises donc les TCC, tu le disais tout à l'heure, donc les thérapies cognitives et comportementales. Et tu dis que c'est donc un outil efficace dans la prise en charge du tabagisme. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quoi ça consiste, quelle est ton approche et en quoi c'est efficace? Alors, ça fait partie des propositions. Alors, donc, les TCC, c'est pour le fumeur et on parlera peut-être des substitutions nicotiniques qui sont pour le nicotinomane. D'accord? Ça, c'est mais si on la passe... distinction. Ah oui, c'est important. Le nicotinomane, faut le nourrir. D'accord? Je reviens un peu dessus. C'est le patch. Le patch, il est pas fait pour arrêter de fumer. Le patch, il est fait pour nourrir un nicotinomane. Pour une substitution. Oui, c'est le principe de la substitution. Les thérapies comportementales, elles s'adressent aux fumeurs, à la partie, ils sont pas coupés en deux. Alors, les TCC, il n'y a pas que moi qui en fais, hein, bien entendu. Moi, l'approche que j'en ai, c'est justement de pas être dans une posture de défensive et de lutte. De sortir du je dois, il faut, allez, je tiens, je la repousse, allez, tu tiens, tu vas y arriver, ah mince, tu l'as pas fait, de penser à ça en permanence. Je mets les gens dans une posture, c'est les théories, ce qu'on appelle les théories d'engagement, je les mets dans une posture de construction de conditions favorables d'un objectif général pour lequel ils auraient intérêt ou envie de modifier leur comportement tabagique. Les TCC, c'est modification d'un comportement problématique, quel qu'il soit d'ailleurs. Fumer, manger, l'anxiété, ça sert à ça, les TCC. Ça sert à modifier un comportement ou à atténuer une souffrance. Donc, dans le cas du tabac, c'est modifier un comportement. Même si ça va souvent avec atténuer une souffrance, si derrière, il y a un trouble anxieux, une pathologie psy, on est sur les deux. Donc, moi, ma posture, c'est de dire, quel est l'objectif? Pourquoi donc? Pourquoi il y en a qui, là, sont inscrits? Pourquoi il y en a qui vont commencer le mois sans tabac? Pourquoi maintenant? Il y a un mois sans tabac, d'ailleurs. Ça encore, mais qu'est-ce qui fait que j'ai intérêt, moi? Quel objectif je sers en modifiant ce comportement? Et j'insiste, et tu en parlais, sur modifier un comportement. Modifier un comportement, c'est pas forcément arrêter. Alors, j'avais une question par rapport à ça. Selon toi, c'est une bonne idée, ce mois sans tabac? Ah, c'est marrant, je viens d'avoir un reporter de France TV qui m'a posé la même question. C'est un métier, tu sais. C'est Florent. Tu t'es déguisé. C'est lui. Alors, moi, ce n'est que mon avis personnel. Oui, je pense que oui, ça reste quand même quelque chose, une sorte de rendez-vous où pendant un mois, on va quand même avoir des initiatives, des mises, c'est des gens qui attendent, qui chaque année, des fois, malheureusement, le font chaque année, refont, mais ça reste dans les cycles du TCC une bonne expérience. Donc, moi, je dirais que oui, bien sûr. Oui, toute la difficulté de pouvoir le faire durer au-delà on a quand même des gens qui mettent le pied à l'étrier pendant ce mois-là, quoi. Ouais. Parce que ça fait un peu penser, tu sais, à la rentrée où on prend tous notre abonnement à la salle de sport en disant on y va comme des bourrins. Si je connais, tiens, s'il y en a qui. Alors oui, j'y suis allé 4 fois. Ouais. Alors décryptage en TCC, ça s'appelle un cycle de Prochaska. Petite information. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est exactement le. S'il y en a qui suivent, qui ont fait la formation, c'est exactement l'exemple que je donne, c'est la salle de sport. Le cycle de Prochaska, c'est dans les TCC, et quand on veut modifier un comportement, on passe tous par des stades de maturation. On va prendre cet exemple-là. Quand tu veux modifier un comportement tabagique, c'est les mêmes stades que si tu dois aller à la salle de sport. Bientôt les bonnes résolutions. Oui. Donc tu as ceux qui disent non mais le sport, moi c'est pas concerné, de toute façon ça sert à rien, etc. Ça c'est le pré-contemplatif. Ils s'en foutent, c'est pas concerné. Après, il y a le stade d'après. Ouais, je sais, je devrais faire du sport, mais franchement, là, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. C'est comme le tabac. Ouais, je sais, mais là, j'ai trop de choses. C'est pas le moment, je suis trop stressée. Voilà. Donc ça, c'est le je sais, je dois. Là, à ce stade-là, les gens, il faut leur donner des infos. D'ailleurs, votre podcast, il sert à ça. Complètement. À un moment, à leur donner les bonnes informations de façon à ce que ils savent ce qu'il y a à faire et pas à faire. Après, il y a le je veux, je peux. À ce stade-là, on a envie, mais on se sent pas capable. Ouais, non, mais moi, je vais pas aller faire de l'haltéro, là, ça ira jamais, ou je vais pas y arriver. Et le stade après, c'est la mise en action. Alors, au je peux, tu cherches le pote pour aller faire le badminton, la copine pour aller au fitness, tu te renseignes sur les abonnements, tu vas acheter des affaires, puis à un moment, tu vas à la salle de sport. À un moment, tu vas te mettre. Et c'est pour ça que le mois sans tabac, ça peut être un bon déclencheur d'évolution, de changement dans le cycle de Prochaska. Et donc, tu y vas.
Mais au bout d'une Oui, semaine, j'y reste. Il faut y rester, il faut continuer, mais il faut oui, entretenir. et t'as le pote qui se casse une jambe ou je sais pas quoi, et tu y restes parce que t'as payé l'abonnement, bien sûr. Donc c'est un motivateur externe. Et quand l'abonnement est fini, tu n'y restes que si tu n'as un intérêt personnel, sinon. Mais tu as fait une boucle. Ce qu'on appelle les boucles, c'est une boucle du changement, c'est-à-dire que du moment que tu t'es mis une fois dans l'action d'un changement, quand tu repars la prochaine fois, tu seras plus celui qui pense que ça sert à rien et que c'est pas utile. Tu sautes des étapes, tu peux sauter des étapes, non. Tu peux les faire courtes, mais tu sautes pas d'étapes. Donc souvent on entend souvent ceux qui disent, oh, mais moi, je connais, moi, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, il s'est arrêté d'un coup. Il s'est levé un matin, il a posé le paquet, il est parti. Alors, c'est que, ça veut pas dire qu'il a pas fait les stades. C'est pas parce qu'ils sont pas visibles et pas audibles qu'il les fait pas. Donc, il y a une maturation et à un moment, il y a une mise en action. Et puis, on sait pas exactement ce qui s'est passé dans la tête de la personne. Exactement. Enfin, on a souvent que le résultat et pas la fin, quoi. Et c'est pour ça que le tabac, moi, dans l'approche dont tu parlais TCC, je suis plus dans un processus d'accompagnement au changement, pas dans une injonction à l'arrêt. Justement, on parlera de l'injonction à l'arrêt, spoiler alerte. Mais toi, quand tu accompagnes les patients dans ce cycle-là, comment tu le mets en pratique? Comment tu mets en pratique, toi, ça? Alors, je reviens sur le fait que j'évalue. C'est important, il faut pas l'oublier, le parti nicotinomane et traitement de substitution. Donc, vraiment, d'abord, quand je reçois quelqu'un, c'est est-ce qu'il a besoin d'une substitution nicotinique pour pas être affamé et pour que le corps ne réclame pas un craving physique? C'est horrible. Et puis, pour faire la différence entre un craving physique et comportemental. Et après, je travaille avec la personne à travailler j'ai un outil que j'ai créé qui s'appelle le Smoking Date, qui est à la base de cartes. Et je travaille avec la personne à pourquoi donc vous êtes motivé pour modifier votre comportement? C'est quoi l'objectif? On pose un objectif et on travaille ensemble sur la construction de l'objectif et pas sur l'évitement de la cigarette. Sur chaque stade, il y a des outils, en fait, des outils TCC pour faire passer chacun d'un stade à l'autre. Et est-ce que la prise en charge, donc, dans le tabagisme, elle est plus efficace quand c'est collectif ou individuel? Quand toi, dans ton approche? Ah non, il faut que ce soit hyper personnalisé. Collectif, je peux le faire, mais quand les gens sont déjà lancés, en fait, dans les stades de Prochaska, ce qui est vraiment bien, c'est que ce soit individualisé. Après, ce qui peut être très bien à certains stades, dans les je peux, justement, les gens qui se sentent pas capables, qui disent je sais pas, ça m'arrive de faire des choses collectives où en fait les gens vont s'entraider. C'est pour ça que dans Moi sans tabac, il y a aussi des défis collectifs. C'est parce qu'il y a du soutien mutuel motivationnel sur c'est aussi utile. Moi après dans mon expérience à Paris, je peux faire du collectif dans mes accompagnements. Je travaille en hôpital et à Montpellier, je le fais en individuel. Les deux. Et est-ce que tous les professionnels de santé qui nous écoutent, par exemple, ce soir, peuvent développer une approche TCC? Par exemple, un médecin généraliste qui va recevoir un patient dans son cabinet, qui va lui dire, je veux arrêter de fumer, mais je sais pas comment faire. Alors, l'approche, les TCC, c'est accessible à tous, mais il faut se former. Alors, je fais attention parce que TCC, c'est thérapie. D'accord? Donc, normalement, les thérapies sont réservées aux médecins et aux psychologues. Ils peuvent les orienter vers. Oui, tout à fait. Par contre, moi, j'ai une formation, pour moi, l'approche cognitivo-comportementale, c'est celle que je vous explique, c'est-à-dire la posture. Considérer que quand je suis fumeur, je suis dans un processus de changement, je suis dans une modification de comportement. Ça peut s'apprendre, effectivement. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je suis formatrice TCC tabac. Mais sur cette posture-là, quand vous êtes professionnel de santé, même une pharmacienne en officine qui voit la personne pas longtemps, même un médecin généraliste qui a des consultations très courtes, a des outils. Il est tout à fait possible d'avoir des outils à introduire pour pouvoir. En fait, son travail, ça va être le faire changer de stade de Prochaska, c'est-à-dire quelqu'un qui non mais moi j'ai pas envie, je suis pas concerné. Voilà, eux ils vont aider à le faire bouger. Ils vont pas forcément prendre en charge totalement, mais il y a des outils pour que la personne mature. En fait, on est comme si chacun était à une étape, un wagon, du changement. Et un jour, cette personne-là, elle poussera la porte, elle restera plus longtemps, ou d'un tabacologue. C'est ça surtout que moi je travaille, qu'on est chacun à une étape. C'est comme un marathon. Oui, effectivement, oui. Des fois, vous voyez la ligne d'arrivée, des fois, vous voyez pas, mais vous avez été, comment on appelle ça, là, quand on fait du relais, course de relais? Ah, c'est les stands. Et voilà. Les ravitaillements. Voilà. Donc, vous pouvez être ravito sur le processus de changement tabagique. Et c'est important. Tout le monde peut l'être. Tout le monde. Pour un proche, un professionnel de santé, en tout cas. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des gens formés qui eux-mêmes commencent à se modifier, qui après vont auprès de leurs proches. Une fois qu'on a compris le nicotinomane, le fumeur, les outils, qu'on sort de l'injonction et qu'on se met dans ok, je suis sur une modification de comportement, ça prend un certain temps et je me fais accompagner. C'est comme une rando.
Vous avez déjà fait de la rando? Tout le monde a fait de la Complètement. rando? Voilà. S'il se met à pleuvoir, on s'arrête, on s'abrite. Si on a mal aux pieds, on change. Des fois, on souffre quand on voit arriver la côte. C'est mais vous faites pas demi-tour à chaque fois. Non, c'est sûr. C'est une bonne métaphore, une bonne analogie. C'est exactement la même chose. On a une première question de Virginie qui demande si l'outil est applicable à toutes les addictions, sucre, nourriture, etc. Alors, de quel outil? Alors oui, de quel outil, Virginie, parlez-vous? On attend. Si c'est TCC. Je pense qu'il s'agit des TCC. Oui. Hein. Oui, les TCC sont applicables. Les TCC, c'est une. Oui, TCC. Oui, c'est un outil qui est applicable à toute modification de comportement problématique, pas seulement addiction. Ça peut être, moi, j'ai des diététiciennes les TOC. Oui. Alors encore plus, les thérapies TCC en psychiatrie, c'est connu. Hein, il y a des prises en charge sur l'addiction, sur tout comportement problématique, l'anxiété, gestion du stress, bien entendu. Et donc oui, ce sont des techniques qui sont applicables au-delà. C'est juste qu'aujourd'hui, on parlait tabac, donc on l'applique pour le tabac, mais c'est applicable au-delà. Et effectivement, moi, dans l'approche que j'ai, les gens qui se forment, ils disent qu'ils l'utilisent pour d'autres choses. Et alors, tu parlais c'est un des outils donc qui favorise ou qui aide en tout cas au sevrage. Il y en a d'autres. Parmi eux, il y a le TNS. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ça? J'ai du mal à. C'est TNS, elle est perdue. Alors, TNS, c'est traitement de substitution nicotinique. Très bien. Tout simplement, c'est les substitutions nicotiniques. Donc, et ça s'adresse aux nicotinomanes pour le coup. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand on met un patch, on nourrit le nicotinomane. Donc, les traitements de substitution, ce sont les patchs et ce qu'on appelle et les formes orales, les gommes, les comprimés. Donc, ça passe par voie digestive. Ou on a aussi l'inhaleur, qui est un petit embout blanc qu'on aspire, ou le spray. Voilà, ce sont ce qui existe en termes de substitution nicotinique. Si on veut bien prendre en charge le nicotinomane, il faut patcher. Si on revient un petit peu sur le nicotinomane, la dépendance à la nicotine, elle est liée à la molécule, d'accord, à son fonctionnement, son mode d'action. C'est la substance physiologique, tu disais tout à l'heure. C'est la substance la plus addictive. Hein. Elle a un potentiel addictif équivalent à l'héroïne. Oui, j'ai lu ça. Et à la cocaïne. Voilà. Mais il y a autre chose qui est oubliée, c'est comment on la consomme. Vous êtes bien d'accord? On parle d'addiction aussi. Tout le monde ne consomme pas toutes les substances de la même façon. D'accord? Vous avez de l'injectable, de l'intrarectal, toutes ces substances, elles sont consommées. Comment est consommée le tabac? Comment il est consommé? En inhalation. Ouais, voilà. Et pourquoi? Parce que c'est la voie la plus addictive, tout simplement. Donc c'est aussi parce que la nicotine, le fumeur, il la mange pas sa cigarette, il la fume. Donc il y a la combustion quand on l'allume, mais si on parle que de la nicotine, le nicotinomane consomme sa substance nicotine par voie inhalée. Donc, il se fait des shoots par voie inhalée. C'est pour ça qu'elle est hyper addictive. Or, quand on met un patch, on n'a plus le shoot. Donc, on se donne de la nicotine, le principe de la substitution, sans les shoots. T'as moins le besoin. Florent posait la question des comparatifs avec les autres substances. C'est vraiment une cinétique idéale. Donc, c'est la même chose. Donc, quand on se patch, on donne de la nicotine à notre part nicotinomane. Il faut trouver le bon dosage. Il faut pas avoir peur. On peut mettre 3, 4, 5 patchs chez des patients. Et les gens ont peur de la nicotine. Faut pas en avoir peur. Il y en a qui ont plus faim après une salade, d'autres c'est une raclette, c'est comme ça. Voilà. Non mais c'est exactement. Arrêtez de parler de la raclette. Je suis une qui attend à la maison en plus. Non mais ça parle à tout le monde. Mais c'est la même chose. Donc ça c'est le patch. Les formes orales, c'est des apports nicotinides, c'est ce qu'on appelle des 6 besoins. Ceux qui sont en direct comprendront. Mais on va pas monter un taux de nicotinémie avec des gommes. C'est comme essayer de monter du sucre avec des chewing-gums, quoi. Voilà. Mais par contre, c'est très utile en termes d'apport de forme orale aussi pour le geste. Il faut trouver celle qui convient. Il y en a qui digèrent. Prendre une forme orale de nicotine, c'est l'avoir directement dans l'estomac quand on passe son temps à la fumer. Il y en a qui le supportent pas. Donc, faut pas se surprendre. Il faut juste trouver celle qui correspond. Il y a aussi des contre-indications. Je sais pas, si j'ai un ulcère de l'estomac, je prends pas une gomme, par exemple, parce que j'ai de la nicotine qui va directement. Voilà. La nicotine n'est pas toxique. C'est la combustion. Faut pas en avoir peur. Il faut vraiment pas la sous-estimer. Mais c'est se donner à manger. Et la partie fumeur, c'est la partie comportementale. Parce que même quand j'ai bien mangé, je peux avoir une gourmandise et je peux avoir une compulsion à aller chercher. C'est ça. Donc, les patchs, les gommes, les comprimés, l'inhaleur, le spray, c'est les formes orales. Il faut trouver celles. Et on peut même les cumuler. Mais c'est ce que j'ai demandé. Est-ce qu'elles peuvent se cumuler, être complémentaires? Totalement. Il y a des gens, je sais pas si vous avez déjà fait une réunion avec un truc dans la bouche, c'est compliqué. Donc effectivement, j'ai des gens qui animent ça peut être vous, des directeurs qui vont avoir une forme orale quand ils sont en réunion, l'inhaleur qui est plus discret
et puis qui vont peut-être avoir, voilà, vous pouvez les cumuler. Il n'y a pas de dosage, déjà, il n'y a pas de dosage létal, il faut le savoir. Et on peut avoir le patch, des formes orales et même fumer. Parce qu'il y a le fumeur qui aura besoin, qui fait sa soirée et qui aura envie et qui va fumer quand même. Mais c'est pas grave parce qu'il faut savoir qu'une cigarette fumée, quand on est bien patché, elle est moins toxique que si on n'était pas patché. Alors, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque à avoir à la fois un patch et fumer cigarette. Non, ça comme on voit dans le Paris, justement. Je vais embêter Florent exprès. C'est comme ma raclette. C'est si on mange un dessert ou 2 desserts après une raclette, qu'est-ce qu'on risque? Une bonne indigestion. Voilà, c'est la seule chose qu'on risque. Je répète qu'il faut pas boire d'eau fraîche pendant la raclette. Du vin. Comme la fondue, sinon ça fige. Faut boire de présent. J'ai vécu 5 ans en Suisse. Ils m'ont suffisamment vu. J'avais quelques questions parce alors moi je vais parler de quelque chose d'un peu alternatif. Forcément, on est obligé d'en parler de la cigarette électronique, évidemment. Est-ce que tu as vu cette série sur tu as vu? Ouais. Fabuleux, hein? Ouais. Incroyable. Joule. Ouais, donc c'est Joule Big Vape, ça s'appelle. Vous connaît. pouvez regarder sur Netflix. Alors je travaille pas chez Netflix, hein, j'ai pas d'abonnement à vous offrir, mais vous pouvez le regarder, c'est hyper intéressant. Et c'est là qu'on se dit, on a finalement enlevé la cigarette à quelques personnes, mais on a surtout rajouté de la nicotine à nos enfants. Alors, c'est une très bonne série pour tout ce qui est stratégie marketing. Ah, mais fabuleux. Mais j'en reviens aussi à mon nicotinomane. C'est-à-dire, ce qu'ils ont oublié, de toute façon, ça montre bien qu'on peut vendre ce qu'on veut quand on fait un bon market. Hein. Le marketing, c'est fait pour ça. Donc, les personnes n'étaient pas des professionnels de santé. On s'est présenté en mode, ils l'ont pas fait exprès, mais bon, c'est du marketing. Non, mais c'est un peu ça. Ah, complètement. C'est du marketing. Mais je reviens à mon nicotinomane. Ce qu'ils ont totalement sous-estimé, c'est que, certes, je vais encourager les fumeurs à pas avoir peur de la nicotine, mais c'est pas pour ça que ça ne fait rien. Donc, ils ont totalement sous-estimé le nicotinomane, c'est-à-dire, ils n'ont pas discriminé la cible. C'est toute la problématique de la cigarette électronique. C'est un très, très bon outil. C'est pour ça que je l'ai pas cité en premier. C'est pas un médicament. Oui. Mais c'est un très bon outil de réduction du risque. Mais pour les fumeurs, pas pour les non-fumeurs. Oui, d'accord. Voilà. Or, ils l'ont vendu sans discrimination à tout le monde. Et c'est le cas des puffs en ce moment, d'ailleurs. Ah, bah, complètement. C'est un fléau pour les jeunes. Les puffs, c'est quoi ça? La puff, c'est une petite marque de cigarettes électroniques, toute si, j'ai vu petite, ça voilà. Coloré, là, en toutes les couleurs. Ce qui montre bien. Quel âge elle a? Mais ce qui montre bien que c'est du marketing. Moi, C'est du marketing. C'est fait pour attirer quoi? Les jeunes, la couleur, les Bien goûts. D'ailleurs, ce que n'ont pas le droit les labos pharmaceutiques, ils sont contenus. On me demande souvent, pourquoi vous croyez qu'il n'y a pas de gomme mangue passion, ananas, citron et machin? C'est aussi fait parce que il y a aussi une obligation de pas maintenir. Les traitements de substitution nicotinique, ils sont faits pour aider au sevrage. Les cigarettes, les autres, sont faits pour maintenir. Ah ben bien sûr, ouais. C'est pas la même chose. Donc, on maintient pas quelqu'un en lui faisant manger un cendrier, quoi. Oui, bien sûr. Et surtout s'il a bon goût. Voilà. On maintient quelqu'un en lui faisant de la mangue, etc. Ils ont compris le truc. Donc, oui, c'est une belle série parce que on voit la stratégie marketing qu'il y a derrière. Et qui peut être dangereuse d'ailleurs pour n'importe quoi qu'on pourrait. Il y a ça, plus après, et là pour le coup, il n'était pas spécialement, il s'y attendait pas. En tout cas, c'est l'effet de mode. C'est devenu. Totalement. Ouais, après, c'est le principe du marketing. Ça s'est décliné aussi en pipe, en toutes sortes de formes que tu peux acheter. C'est encore le cas. La cigarette électronique, c'est un très bon outil de réduction du risque. Tous les fumeurs qui en ont, parce qu'on n'a pas encore parlé de la combustion, il y a 0 combustion dans une cigarette électronique. Donc, je dirais que si on est en vape exclusive, en cigarette exclusive, on réduit son risque. Mais pour autant, on a encore quelque chose dans le poumon et on a encore le geste. Mais il y a des réalités. Moi, quand j'ai des patients qui doivent être opérés rapidement ou qui l'ont déjà ou qui sont très bien avec, à un moment donné, ils l'ont. Donc, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on leur donne les bonnes informations et on les accompagne correctement sur cet outil-là. Mais on a du recul, bon, on va pas faire non plus une heure sur la cigarette électronique non plus, mais on a du recul justement sur parce que quand on voit moi je fume pas, mais quand on voit les contenus, il y a une tête de mort dessus. Enfin, je suppose que c'est pas très bon à ingérer. Il y a aussi interdit aux femmes enceintes sur les substitutions nicotiniques. Donc il y a une aberration toujours dans le principe de prudence. Il peut y avoir des aberrations. Oui, il y a le recul, il est que de toute façon, c'est toujours mieux que de fumer. Hein. Et puis, par contre, c'est sur les arômes qu'il commence à y avoir des études. Sur les substances. Sur les arômes, le fait qu'ils soient chauffés. Il y a des études aussi sur le lien entre, on va plus sur la vape, avec certains arômes, que ça pourrait même, pour certains, faire monter la nicotinémie. Mais ça, c'est vraiment tout récent. Mais, à comparaison, à cigarette électronique exclusive, le risque est réduit. Mais quand on dit, c'est ce qu'on appelle un risque relatif. Risque relatif veut pas dire 0 risque. Les gens, faut pas qu'ils confondent. 0 risque, c'est plus fumer. Voilà. Mais
Je fais du comportemental. Ça, c'est la réalité du fumeur. Le fumeur qui a du mal à s'en passer, qui a des moments difficiles et tout. Et puis, je travaille en psychiatrie. Or, ce sont des gros dépendants. Donc, ça peut être un outil qui peut être formidable. Il faut juste le remettre bien à sa place, quoi. Mais il faut pas le c'est pas une substitution, donc. Et justement, pour rebondir un petit peu, dans tout ce que le fumeur rencontre de difficile, il y a cette injonction à l'arrêt. Oui. Donc, tu as beaucoup de fumeurs qui ressentent une espèce de pression pour arrêter de fumer. Ça s'inscrit un peu dans l'histoire de ton cycle. Ouais. Et que ce soit de leur part, de la part de l'entourage. Oui. Pourquoi, selon toi, c'est important de sortir de cette injonction à l'arrêt? Et puis, comment les professionnels de santé peuvent aider leurs patients à le faire? Alors, c'est important, parce que ça marche pas. Et puis, il n'y a pas que la clinique qui le dit. Les études neurologiques montrent que le cerveau, il est déjà pas fait pour fonctionner à la négative. Ça, c'est des études neuro. Donc, le je ne veux pas et les injonctions je dois. Vous avez déjà essayé d'éviter de manger quelque chose alors que vous disiez je dois pas le manger. La première chose que vous allez faire, c'est le prendre. Ah, mais c'est pour ça, la pizza. C'est ça. Non, la raclette. Ne serait-ce que dire, ne pense pas à la couleur rouge. Voilà. Penser à la couleur rouge. Exactement. Donc, c'est le même système. C'est parce que ça ne marche pas. 2, c'est aussi mon histoire de posture défensive. Quand on est, en tout cas sur le tabac, quand on est sur cette je dois pas, il faut pas, on est déjà en train d'y penser. Effectivement, on n'est pas des êtres qui sont faits pour vivre en frustration. Donc moi, je travaille plutôt sur pourquoi, quel est l'objectif dans lequel, pourquoi je modifierais d'ailleurs, pourquoi le fumeur il modifierait son comportement et pourquoi donc. L'intérêt pour lui, je pense à mes femmes enceintes aussi, pour que ce soit elle, je m'adresse à la personne et pas à la femme enceinte. Quel intérêt j'ai, et ensuite de se mettre dans un processus de changement. Il faut que les gens, c'est vrai que là ça dure 1 mois la campagne et tout, mais il faut que ça soit un moment pour enclencher un changement et se faire accompagner pour qu'il dure. La temporalité, elle est individuelle. On change pas comme ça tout seul. Voilà, ça demande un peu de temps. Mais le temps, ça peut être 15 jours, 1 semaine, 1 mois, 6 mois. Moi, j'ai des patients en 3 séances, c'est fini. D'autres, il leur faut 5 mois, d'autres 6 mois. Il faut se laisser le temps. Mais il faut chacun sa temporalité. Et qu'est-ce que toi, tu penses de l'hypnose? Alors, l'hypnose, c'est un outil comme un autre. Effectivement, il y a tout. Il y a des gens qui nous demandent est-ce qu'on fait. Moi, j'ai une collègue qui en fait. Le laser, on nous demande tout ça. Tout ça, c'est pas, à mon sens, là, je parle, c'est pas inutile. Il faut juste encore une fois être prudent. Le coût des séances d'hypnose à une séance, il faut faire attention où on va. Quelqu'un qui vous demande pas par exemple, en fait, toute technique a ses limites. Tout même les TCC. Donc, quand vous avez un praticien qui déjà vous le présente comme sans limite, je dirais attention. L'hypnose est très utile. Encore une fois, par contre, s'il y en a qui font de l'hypnose là, qui sont branchés, si on le met dans un process de construction. Je vais vous donner un exemple. On a un monsieur une fois qui est arrivé dans une salle d'attente, qui n'avait pas rendez-vous, mais dans un état. Il était pas bien du tout, ce monsieur, et il demandait de l'aide. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait fait une séance d'hypnose, mais ce qu'on appelle une hypnose unique, mais dans le sens de la peur. C'est-à-dire peur, dégoût. Il fumait plus. Ça, c'est sûr. En une séance. Il était terrifié de la cigarette? Non, il était en manque physique. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on le patche. Le nicotinomane. Exactement. Donc. Ça illustre bien. Ça a été vraiment des cas. Il a fallu le patcher alors que ça faisait plusieurs jours qu'il fumait plus. Et il a fallu l'accompagner, démonter un peu. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma collègue qui fait l'hypnose, de démonter un peu le côté construction. Encore une fois, la peur et la posture défensive, ça ne marche pas. Donc l'hypnose, c'est très bien si c'est fait dans un cadre. Ça se fait pas sur tout le monde. Par exemple, on le fait pas sur une platopsie. Donc oui. Si on vous pose pas la question, je sais pas, c'est pas marqué sur votre tête, quoi. Donc voilà. Non. Normalement, non. Non, pas du tout. Chez certains, ça devrait l'être. Mais... Non, c'est que je repense à ma dernière visite de médecin généraliste qui a duré 47 secondes en visio. Donc, je me dis qu'effectivement, poser des questions, ça coûte rien, en fait. C'est ça. Témoin. Alors là, après, je parle de pratique, d'hypnose. Mais c'est pareil pour le laser, tout ça, l'acupuncture, l'auriculothérapie. Oui, tout ça. Ce sont des techniques. Moi, je dirais, prenez avec lequel vous êtes à l'aise. Mais faites attention où vous allez. Voilà, c'est tout. Il faut que vous restiez. Moi, je travaille pour que les gens restent acteurs et maîtres de leur changement. Donc, on a le droit d'aller chercher parce que c'est d'autres techniques. D'ailleurs, on a des gens qui supportent pas les patchs. Donc, il faut bien aussi trouver. Il faut trouver d'autres techniques et s'adapter. Donc, l'hypnose, c'est très bien. D'accord. Justement, on a parlé de sevrage à la nicotine et d'arrêter de fumer. Il y a une différence, il y a une nuance. Pourquoi c'est important de le comprendre? Qu'est-ce que ça permet d'adapter des stratégies? On a vu qu'il y avait plusieurs techniques. Est-ce que tu peux nous aider à y voir un petit peu plus clair là-dedans? J'en reviens à oui, d'ailleurs, arrêter de fumer est une chose, c'est arrêter le geste. Se sevrer de la nicotine, c'est autre chose. C'est une dépendance physique.
C'est-à-dire que je peux très bien, si on est bien patché, demain je fume plus, mais je ne vais pas arrêter les patchs pour autant. C'est vraiment, Florent parlait des autres addictions, se sevrer de la nicotine, c'est un sevrage de dépendance physiologique, physique, et ça prend du temps. Rien à voir avec l'arrêt. L'arrêt de la cigarette, c'est une chose. Se sevrer de la nicotine prend parfois plus de temps. Donc, on maintient la substitution nicotinique, mais c'est pareil pour les autres substitutions, méthadone, etc. On maintient alors qu'il n'y a plus de conso. C'est la même chose. On maintient la substitution. Donc, on peut arrêter de fumer, mais on n'est pas encore sevré de la nicotine. Il faut encore du temps. C'est une histoire de récepteurs, de plein de choses. Donc, les gens, ils ont tendance à dire je fume plus, je mets plus les patchs. Ou alors, ils fument pas le week-end, ils les enlèvent le vendredi, ils les remettent le lundi. Ou voilà. Non. Est-ce qu'ils rattrapent et ils en mettent 2 après le lundi? Comme les médicaments, tu sais, les patients. Il faut vraiment. Le patch, c'est le traitement de fond. La maladie, c'est le tabagisme. Et les formes orales, voilà. Donc, se sevrer de la nicotine, c'est une chose. Arrêter de fumer en est une autre. Arrêter de fumer, j'ai arrêté d'avoir recours à la cigarette, mais je peux avoir des comprimés, des cigarettes électroniques d'ailleurs. Et je ne suis pas sevrée pour autant. Être sevrée, ça prend plus de temps. Justement, on a une question de Fabienne. Est-ce que se sevrer de la nicotine peut-elle durer plusieurs mois? Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi, ça dépend des individus. Oui, totalement, parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que le fumeur qui arrête et qui reprend pas à aucune occasion, il y en a pas beaucoup, il y en a. Et en général, c'est les classiques, nous on les voit, ils arrêtent avant l'été, et puis arrive fatalement l'été et les apéros. Et là, on a repris, donc en termes de récepteurs, c'est comme si, même si on a repris un temps, on a reconsommé, donc on a relancé la machine. Ça repart à zéro. Non, ça repart pas à zéro, mais voilà. En fait, oui, ça peut prendre plusieurs mois, ça dépend du taux de dépendance nicotinique. Nous, on a des patients qui ont 5 patchs, par exemple. Donc, on passe pas de 5 patchs à 0, comme ça. Oui. Donc là, il y a des paliers, soit qui sont, on va dire, encadrés, soit des fois, c'est aussi physiologique. Les gens ressentent le surdosage et on commence à descendre. Donc oui, ça peut durer plusieurs mois. Alors, on a une autre question d'Amina. Je te vois sourire, je sais pas ce que c'est cette question. C'est la prochaine question d'Amina qui est, pendant une phase d'arrêt, quelle est la dernière cigarette la plus difficile à supprimer? Matin, midi, café, apéro, avant de dormir. Ça dépend. Pendant qu'on dort. Franchement, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très surpris, qui nous disent, justement, quand ils sont patchés, ils nous disent, je pensais que c'était la première la plus dure, mais non, en fait, parce qu'en fait, ils avaient tellement une craving physique le matin, qu'une fois qu'ils sont patchés. Donc, franchement, là, il n'y a pas de profil là-dessus, c'est très, très individuel. Alors, c'est quoi les méthodes les plus, on va dire, saugrenues que tu as eues, toi, dont tu as entendu parler? Par exemple, fumer tout votre paquet d'un coup, et puis après, vous serez dégoûté. Non, ça, c'est pas des conseils, c'est des choses que j'ai vues, mais c'est sur des, parfois, c'est des pathologies ou des difficultés, ouais. Quelqu'un qui achète un paquet et qui ne peut pas envisager de pas le finir. Voilà. Oui, ça. Il a besoin de le finir. Ouais, j'ai le même problème avec la Haribo, moi. Mais c'est exact, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est des gens qui, en général, même sur le côté alimentaire, les TCC, ça va, ça. Mais les plus saugrenus, alors là, tu me poses une colle. À part ça, oui, d'en fumer. Je me souviens qu'ils faisaient les jours pairs, les jours impairs, voilà. C'est drôle, ça. Ouais, mais ça, c'est toutes les techniques de personnes qui essayent de réduire par rapport à la côté. Je dois pas fumer, il faut pas que je fume. Alors c'est des techniques marrantes, mais au bout d'un moment, ça reste, on touche au. De toute façon, ils commencent à toucher le fond. Enfin, quand ils ont matin, midi, 4 heures le soir, j'appelle ça les clubs prescription médicale. Là, ils sont croisés, ils disent, je fais comment maintenant pour passer en dessous? Et c'est là qu'arrive la partie comportementale, quoi. C'est effectivement, c'était le cas de mon père qui fumait plus que 3 ou 4 cigarettes par jour, mais qui n'arrivait pas à passer le cap. Ça s'appelle les clubs précision médicale. Elles sont, vous savez, comme matin, midi, 4 heures le soir, où c'est pour éviter l'apparition du trou. En général, c'est l'anxiété. Et puis là, ils sont là. Maintenant, je fais comment pour descendre, quoi. Et donc, souvent, ils viennent nous voir. À ce moment-là, les TCC. Oui, on le fait avant, mais majoritairement, on est dans le mois sans tabac. Les gens, ils vont commencer soit tout seuls. Certains vont se faire, j'espère, accompagner avec ou sans patch. Et s'ils sont pas trop dépendants nicotiniques, ils vont y arriver à le faire matin, midi, 4 heures le soir. Mais ils vont se retrouver à un moment en difficulté. Justement, on a une question de David. Que dire des nombreux fumeurs dépendants à la nicotine qui arrêtent seuls après la naissance de sa fille, par exemple, sans aucune aide, malgré cette dépendance? J'ai l'impression qu'il parle de lui, David. Ouais, David, bravo. Alors, bravo. Il faut quand même penser aussi qu'il y a la majorité des fumeurs qui arrivent à s'arrêter seuls. S'arrêter brutalement. Alors, il y a deux choses. S'arrêter brutalement de fumer, je vais revenir, et arrêter de consommer de la nicotine brutalement. Vous voyez, je renvoie aux nicotinomanes et aux fumeurs. Si on arrête brutalement,
son apport de nicotine. Qu'est-ce qu'on risque? Un syndrome de manque physique qui peut être très important. Il faut pas sous-estimer aussi à 1 mois. Moi, on a vu ça. Donc, à 1 mois à peu près, on peut avoir ce qu'on appelle des syndromes. Ça fait partie du syndrome de sevrage. Une humeur dépressive rebond. Sur les sevrages brutaux. Soit les sevrages volontaires, soit les sevrages subis, femme enceinte, soit intensifs, l'infarct, celui qui s'arrête brutalement, qui dit « stop », une maladie, une annonce. Et parfois, à 1 mois, quand on n'a plus son apport de nicotine, on a comme ça, on a passé la phase physique la plus dure, mais on a des humeurs dépressives rebond. Je dis bien humeur dépressive, hein. Ça, c'est lié au sevrage. Par contre, on pourra toucher un mot sur la santé mentale, mais bon. Mais par contre, le fumeur qui arrête, ça c'est pour la partie nicotinomane. Le fumeur qui arrête brutalement, il va se retrouver aussi en forte anxiété ou en difficulté parce qu'il va se retrouver avec des comportements où il n'arrive pas. Alors, il peut compenser, manger plus. Derrière, on va grossir si on le fait. D'ailleurs, c'est une des peurs qu'on retrouve chez beaucoup de fumeurs. Pour pas grossir, faut se patcher. Faut donner alors, pour pas grossir, pour le coup, faut donner à manger au nicotinomane et il faut travailler à la compulsion. Donc, pour répondre à David, si on arrête brutalement sans se faire accompagner, alors il y en a qui sont peu dépendants nicotiniques, donc ça leur fera pas grand chose, mais on risque on risque de reprendre parce qu'on va être dans une mode de frustration. Et il y en a qui ça fonctionne aussi très bien. Donc, juste un mot sur la santé mentale, il faut quand même savoir que le tabagisme, ça déclenche, je dis, ça potentialise pas juste, mais ça déclenche des anxiétés. Ça déclenche aussi dans les dépressions, c'est majeur. Donc, quand on prend en charge son tabagisme, on améliore sa santé somatique, mais sa santé mentale, il faudrait peut-être pas l'oublier. Et les jeunes sont assez sensibles aussi à cette information. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu conseilles aux professionnels de santé qui nous écoutent face à un patient qui désire arrêter de fumer? Alors, je vais modifier effectivement ce que tu dis. Je suis pas sur l'arrêt. Je sais. C'est ce que je dis tout le temps. C'est le truc, c'est pas l'arrêt. Ce que je dis aux professionnels de santé. Tu veux changer son comportement? Non, les professionnels de santé sont là pour prendre en charge le tabagisme. C'est pas la même chose. Parce que si tu parles d'arrêt, tu es dans une gestion de cigarettes. Tu parles de clope. Or, quand on est professionnel Mais de santé. attention, le patient va venir en demandant comment je peux faire pour arrêter. Eh ben, le professionnel, lui, il va dire, je prends en charge votre tabagisme. Donc, on écoute toujours ce que veut la personne. Elle, c'est-à-dire, moi, je traduis ça par, vous avez envie de modifier votre comportement et vous arrivez même à envisager d'y aller jusqu'à la quitter. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il envisage de la quitter. Donc, en termes de cycle de Prochaska, il a avancé et je vais l'accompagner. Prendre en charge un tabagisme, c'est accompagner un patient dans une temporalité. On avance, on lui donne, on évalue nicotinomane, on l'accompagne, on le soutient, les outils. Et c'est peut-être pas nous qui les venus voir qui verront l'arrêt, mais peut-être plus tard, etc. Donc, il faut vraiment que les professionnels de santé se mettent dans une posture de prise en charge du tabagisme, prise en charge d'une maladie chronique évolutive et pas j'aide mon patient à changer des mauvaises habitudes de vie. C'est pas la même chose. En plus, ces professionnels de santé, ils ont une obligation de moyens, pas de résultats. Effectivement, oui. Donc, du coup, il y a une question qui revient assez fréquemment, c'est grossesse, tabac. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, justement Alors, les meilleurs conseils, les idées reçues, justement, à éviter Alors déjà, si on pouvait s'adresser aux femmes au lieu de s'adresser aux femmes enceintes, on aurait déjà gagné. C'est énorme. Les raisons pour lesquelles elles restent souvent en maintien, c'est parce que du moment que le test de grossesse est positif jusqu'à ce moment où elles accouchent, elles ne sont que des femmes enceintes. Donc celles qui continuent, la part fumeuse, c'est la personne. De la femme, du coup. Exactement, de la personne qui continue, elle n'a plus que cet espace-là. Et en plus, elles ont effectivement souvent soit des arrêts brutaux, soit des réductions. Donc, c'est-à-dire, dans tous les cas, une diminution de leur rapport nicotinique. Il faut absolument leur expliquer que la nicotine, c'est pas un problème et qu'au contraire, il faut en prendre. Moi, j'ai eu encore une fois des humeurs dépressives à 1 mois. À les détecter, une humeur dépressive chez une femme enceinte à 1 mois d'arrêt, alors qu'on leur autorise tout à ces femmes enceintes à pleurer, etc. Donc, ça passe inaperçu. Donc, une femme enceinte, il faut pas qu'elle arrête brutalement. Il faut évaluer. Si, il faut qu'elle arrête de fumer. Il faut pas qu'elle se sauve de la nicotine brutalement. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, moi je fais dire attention au sevrage brutal. Les mots sont importants. On ne se sevre pas brutalement de la nicotine. Par contre, on peut arrêter de fumer. Les femmes enceintes, il faut s'adresser à la personne et pas à la femme enceinte. Si on veut, en termes comportementaux, qu'elle se mette dans une posture de changement. Et justement, tu dis que les mots sont importants. Oui. Tu as parlé d'arrêter de fumer et de quitter la cigarette. Pas pareil. Il y a une différence. Oui. Donc, c'est laquelle? Comment Non, là, absolument. Moi, je fais exprès. Je dis, en fait, vous arrêtez tous les soirs de fumer. Vous allez vous coucher. Mais vous reprenez le lendemain. C'est la même logique. Arrêter,
c'est ce que font d'ailleurs. Moi, j'ai des personnes qui me disent j'en suis à mon 3e, 4e, 5e essai. Donc ils savent arrêter. Des fois long, hein. Des fois, ça a été 2 mois, 3 mois. Quitter, c'est envisager que la cigarette ne fera plus jamais partie de ta vie. Alors là, quand tu dis comme ça, c'est un concept qui est un peu au-delà. C'est-à-dire, c'est souvent des gens qui ont fait plusieurs fois des essais. Une relation. Comme une ex toxique, ouais. Ouais. C'est ça. Cela ne nous regarde pas. Non, mais c'est logique. Enfin, c'est vraiment le côté arrêter est une chose. Par contre, quitter, ça veut dire que dans les moments difficiles, dans tous ces moments où j'avais l'habitude, elle sera plus là. C'est-à-dire que je quitte le comportement. Or, ça, c'est quelque chose qui est encore une étape au-dessus. Parce que vous avez des fumeurs occasionnels. Comment on fait justement sur les fumeurs occasionnels? Vous leur mettez un patch, ils sont malades. Donc comment? Les fumeurs occasionnels, eux, c'est quitter qu'ils n'arrivent pas. Oui, effectivement. Hein, on parle des dépendants, mais il y en a qui fument de temps en temps, ou il y en a qui arrivent à arrêter 2-3 mois. Ils vont reprendre 2 mois. Voilà. En fait, ils n'ont jamais quitté la clope. Mais c'est comme ces fumeurs qui arrêtent ou quittent, je ne sais pas quel est le terme exact dans ces cas-là, 20 ans et qui reprennent. Oui, alors là, on a quand même un sacré bénéfice au bout de 20 ans. Voilà, là, c'est quand même important aussi de parler des bénéfices de l'arrêt, mais quand on a arrêté 20 ans, on a un gros bénéfice. Et oui, souvent, il y a des raisons. Soit c'est parce que, moi, j'ai vu ça j'ai arrêté à la naissance d'un fils, je reprends à la naissance du petit-fils, ou alors tous les enfants sont partis de la maison et la clope revient comme une bonne copine. Voilà. Enfin, il y a toujours, quand c'est des cycles aussi longs que tu cites, il y a des raisons comportementales. Et on arrive en comportemental quand même à redresser les choses. 20 ans, 15 ans, on a tellement de bénéfices que, d'ailleurs, ils viennent en mode, qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez 20 ans, pourquoi les revenus? J'ai eu envie. Ouais, c'est ça, voilà. Et, voilà. Alors, t'as essayé de faire un petit promo à un moment donné caché, mais je reviens dessus. Et tu nous as dit que t'avais monté une formation. Tu veux nous en parler? Oui, j'ai monté une formation autour d'un outil que j'ai créé avec mes patients d'ailleurs, grâce à eux. Donc, c'est une formation sur initiation TCC tabac. Donc, parce que je me suis aussi rendu compte que les professionnels de santé, notamment les infirmières, n'avaient pas accès à tout ce qui est formation TCC. C'est réservé aux médecins, aux psychologues. Il n'y avait pas de TCC de tabac. Donc, je l'ai montée. Elle dure 2 jours sur mon expérientiel et sur cet outil. J'en ai déjà, je forme aussi pendant le mois sans tabac. Donc, il y a des sessions chaque année. Là, il y en a une en 2024. En février. En février, j'ai mon site. Si ceux que ça intéresse peuvent On mettra le lien. peuvent aller voir sur mon site. Et au bout de 2 jours, en fait, vous pouvez prendre en charge un patient en thérapie comportementale sur la base de cet outil. Mais ça s'adresse quand même à des professionnels de santé qui, parce que tu me disais, on parlait de jeu d'ailleurs. Si vous regardez sur mon site, il y a la presse qui parle de jeu. C'est pas un jeu de cartes. On n'arrête pas de fumer en jouant aux cartes. Sinon, j'aurais fait casino au lieu de faire tabaco, quoi. Je veux dire, voilà, ça aurait été plus sympa. Mais non, c'est-à-dire, c'est un outil ludopédagogique que j'ai créé pour des professionnels qui savent déjà aussi bien prendre en charge le nicotinomane. Voilà. Et quand on sait bien prendre en charge le nicotinomane, mais qu'on n'a pas d'outil pour le fumeur, eh ben ça, c'est un outil pour le fumeur. Et en 2 jours, ils peuvent directement. Et en fait, je me rends compte qu'ils l'utilisent au-delà. Ah ben alors, c'était ma question d'après, parce que c'est ce que j'allais dire. J'ai lu dans tes pensées. T'as vu dans mon téléphone. Du coup, tu parles de cette formation qui est à destination des professionnels de santé, oui, principalement. Et du coup, comment tu expliques qu'il y a justement autant d'addictions à la nicotine et à la cigarette au sein des professionnels de santé qui sont quand même censés être, on va dire, conscients avertis des risques que ça peut. Alors, 1, l'ambivalence est humaine. Voilà. Et 2, justement, c'est la définition même de l'addiction. Avoir un comportement qu'on ne peut pas modifier, alors même qu'on en connaît les risques. Donc, on a beau le savoir, les professionnels de santé sont aussi des professions qui soumises à beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, etc. Et oui, on a beaucoup de professionnels de santé qui commencent à fumer pendant les études. Oui, bien sûr. Donc, il y a aussi ça. C'est aussi beaucoup de rites. C'est inclus dans... On va dire que c'est inclus dans le diplôme, mais bon, voilà. Disons qu'on se rend compte sur les études très très haut niveau. On s'est rendu compte. J'ai lu une étude sur Harvard notamment où il y a un taux de consommation de cocaïne et de différentes substances de médicaments en fait pour rester éveillé et avoir de la performance. Alors, ouais. C'est quand même effarant. Ah, moi qui travaille dans l'addiction au milieu du travail, ouais, tout à fait. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'un autre webcast. Un petit fun fact, c'est pas très drôle. Juste répondre pour ta question. C'est pas parce que tu es professionnel de santé
que tu sais tout ce que je viens de te dire là. Hein. Ouais, non, justement, c'est ça. Il y a ça aussi, c'est que tu es aussi fumeur. Ce qu'on appelle la psychoéducation, l'éducation pour la santé. Quand je vois, vous savez que les infirmiers, s'il y en a qui nous écoutent, sont prescripteurs depuis 2016, mais ils sont pas formés. Et là, je viens d'avoir une demande d'une fac de pharmacie. Des futurs pharmaciens, ils ont pas de module. C'est-à-dire qu'ils m'ont appelé pour faire une animation sur c'est quoi un substitut et comment ça marche. Donc après, c'est pas parce que tu es professionnel de santé que tu es informé. Voilà, que tu es bien formé et informé. Après, tu vas chercher l'info. D'ailleurs, c'est le but de votre webcast. C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'on fait des formations aussi pour former et informer nos professionnels de santé. C'est ce que fait, voilà. Donc, pour répondre à ta question, tu peux être professionnel de santé, mais être mal informé et du coup avoir les mêmes. D'ailleurs, les gens qui se forment, moi j'ai quelques personnes qui sont formées, le fait de se former eux, ça leur a fait prendre un recul et ils ont eux-mêmes entamé une modification de leur comportement. Justement, en France, en plus, on a quelque chose qui était d'ordre culturel avec la cigarette, le rapport à la cigarette. On l'a vu dans les films, on en voit partout. Les gens fument à gogo sur toutes les terrasses. C'est peut-être plus difficile en France ou c'est partout pareil dans le monde? Alors, on n'a pas la même législation, donc je suis pas une spécialiste des législations ailleurs, mais on a quand même, nous, pas mal avancé avec la loi E20. Tu parlais de culture, moi je dirais marketing. Faut quand même aussi aller là-dessus. C'est du marketing. On nous a, le market, les industriels du tabac ont vraiment essayé de vendre un produit. Et puis ils ont varié leur cible. Après, si on remonte très très loin, tout au début, le tabac et la nicotine étaient donnés par les médecins comme étant quelque chose qui ouvrait les poumons et qui soignait. Enfin, si on prend l'histoire du tabac. Donc voilà, il y a le côté aussi émancipation de la femme. Donc moi, je mélangerais culture plutôt marketing. Oui, on est quand même, il faut voir le lobbying et le marketing des industriels du tabac. Quand on sait qu'il suffirait juste d'arrêter de la fabriquer pour qu'il n'y ait plus de fumeurs, ce serait quand même. J'allais dire, c'est plus qu'un produit, c'était un art de vivre à certains moments. Ça a été Eh ben, moi, par exemple, dans les prises en charge par les comportementales, le générationnel, j'en tiens compte. C'est pas du tout pareil, là, d'avoir 70 ans maintenant et d'avoir commencé dans des années, d'ailleurs, où c'était l'émancipation de la femme, où c'était, etc., que moi, non, je vois arriver les générations 91. C'est-à-dire les générations de loi E20. C'est-à-dire des générations qui ont commencé à fumer alors que c'est interdit dans les lieux publics, qui ont dans le mois sans tabac, c'est pas du tout la même chose. Absolument pas. C'est-à-dire, ils sont plus conscients? Oui, c'est différent. C'est-à-dire le comportemental est différent et ce qui sous-tend la consommation est totalement différente. On a les générations, les anciennes générations, il y avait, comme moi je travaille aussi beaucoup en thérapie d'engagement sur les émotions, donc on a des rôles culturels, la culture, ça rentre dans le comportement. Un homme, ça doit pas pleurer, donc voilà, tout ce genre de choses. Voilà, il y a tellement de choses qui sous-tendent dans thérapie d'engagement, les raisons. Les TCC, c'est aussi c'est une modification de comportement, mais c'est les valeurs et les croyances qui alimentent un comportement, et c'est la façon dont on pense une situation, voilà, qui fait qu'on va avoir un comportement. Si vous vous dites que vous êtes nul, eh ben vous le regardez toujours en nul. Et les valeurs et les croyances, même les cultures, ça compte dans la façon. Tout comportement humain, les cultures et les croyances sont importantes aussi. Écoute, là, j'ai fait deux voyages dernièrement, un en Thaïlande et un aux États-Unis, donc à New York. Ouais. Ils ont repris, enfin en tout cas ils ont validé, pardon, la consommation d'herbe à New York. C'est un truc de dingue. Ça sent partout, c'est un truc de fou. Alors, New York, oui, c'est en Thaïlande, c'est un truc de dingue, mais on est quand même d'accord que des gens qui essayent d'arrêter de fumer et qui vont fumer de l'herbe, en fait, ça n'aide pas à l'arrêt de la cigarette, pas de la nicotine. Oui, alors là, ça va me permettre d'aborder des trucs qu'on n'a pas abordé, la combustion. Ah, mais justement. Ça fait passer la question là-bas. Voilà, exactement. C'est dit, je lis. Fabuleux, non mais. T'as un accès à on te laisse. Non, ce que tu cites, c'est quand tu changes. Là encore, je reviens, c'est important. Produit et comportement. Donc, quand tu dis les consommateurs de cannabis, c'est un autre produit. D'accord? C'est du THC. Or, en France, nous, on le mélange avec la nicotine. Tu as des pays en Amérique du Sud. Moi, j'ai une amie une fois, elle m'a regardé avec des yeux comme ça. Je lui avais posé la question si elle mélangeait. Elle me regardait en disant, c'était pas possible pour elle. Voilà. Donc, les fumeurs de cannabis, ils ont deux molécules. La nicotine et le THC. Les deux se potentialisent en plus. Il faut savoir que tu es plus dépendant nicotinique si tu fumes du THC, enfin, du cannabis, on s'en rien. Et c'est pas la même dépendance. Et après, il y a ce que tu cites, le comportement. Les deux sont des voies inhalées. Ouais, encore une fois. Donc, si tu fumes la moquette, je suis désolée, tu fumes. Donc, tu crées une combustion. Or, ça, c'est toxique. Si la nicotine
n'est pas toxique. Par contre, la nicotine crée des maladies. 30 ans d'imprégnation peut créer des hypertensions, des choses comme ça. Mais par contre, ce qui est toxique, c'est la combustion. Donc, quand tu consommes du cannabis ou quand tu fumes, il y en a qui passent du THC au CBD. Ils changent de molécule, ils continuent à le fumer. Combustion toujours. Voilà. Ou alors qu'ils vont arrêter la cigarette, moi j'ai des patients qui arrêtent la cigarette, mais qui passent au joint, enfin toute cette consommation. Du moment que c'est inhalé, que tu allumes, que tu as une combustion, c'est toxique. C'est ce qui se passe dans le cadre du tabagisme passif. Alors, le tabagisme passif, c'est si toi, tu respires la fumée de quelqu'un d'autre. Et c'est la plus toxique, en fait. Donc, c'est pour la loi E20, elle vient de là. La loi E20, elle vient du constat que lorsque tu respires ça, et je vous rappelle qu'à l'époque, on fumait partout, dans les bureaux et tout. Vous aviez des personnes à risque, des enfants dans les hôpitaux, des femmes enceintes. C'est fait pour protéger les non-fumeurs. Donc, oui, le monoxyde de carbone, c'est ce que tu ingères quand tu allumes ta cigarette, vu que tu peux pas la consommer autrement. Et le taux de monoxyde, ça peut monter très haut, très haut. Et en fait, tu t'intoxiques au niveau des poumons, tu le digères, il passe dans le corps et ça crée. Ça, par contre, il n'y a pas que le CO, il y a tous les produits dérivés cancérigènes. Donc, c'est vraiment le fait. Quand on veut accompagner un fumeur aussi, on peut aussi. Donc, on lui donne à manger et on fait en sorte. Quand on a du mal à quitter le geste, on fait en sorte que ce qu'on met à la bouche, on va dire, soit le moins toxique possible. Ouais, le plus simple possible. Donc, sans combustion. Justement, on a une question pour l'ami d'Amina à propos des risques. Qu'est-ce qui est le plus dangereux dans le tabac? La fréquence, la quantité? Est-ce que fumer une cigarette en soirée, c'est dangereux? Est-ce que c'est juste la combustion qui est dangereuse? Quelle est la substance la plus dangereuse et cancérigène? C'est beaucoup de questions. Ouais, apparemment, c'est le mot danger qui semble important. Donc, et il y a deux mots là, risque et danger. En fait, on est à risque même si on fume une clope dans l'absolu. C'est une histoire de on n'est pas. Et ce qui est le plus toxique dans la cigarette, reste la combustion. Donc c'est ça. Quand on veut rapidement, on va dire, quand on n'est pas en capacité pour diverses raisons de modifier son comportement, c'est-à-dire d'arrêter. Voilà, on fait en sorte que ce qu'on met à la bouche soit pas en combustion. D'accord, c'est ça qu'il faut faire. Par contre, la nicotine, je peux pas dire que c'est rien, puisque sinon, Jules, il y aurait pas de problème. Et bien sûr. Oui. Voilà. Non, la nicotine, c'est une substance addictive. Et par contre, c'est comme un régime alimentaire, si on en prend pendant 20, 30 ans, à un moment, moi je vois arriver des patients qui ont de l'hypertension, du diabète, un problème de thyroïde, tiens, c'est baladé la nicotine. Voilà. Ouais. Mais c'est pas le plus urgent à enlever. Au contraire, il faut s'en sevrer. Et on a surtout la chance d'avoir des traitements de substitution. Donc, pour répondre à l'ami d'Amina, c'est ça, la combustion. La combustion. Voilà. Et chicha, pas de chicha non plus. 45 minutes de chicha, ça équivaut à une centaine de clopes. Alors, pas de combustion, c'est simple. On n'allume plus rien et on essaye de consommer sa nicotine. Donc, la vape, c'est pas de la combustion. Les formes orales, c'est pas de la combustion. Voilà, on évite la combustion. Justement, ça me permet de rebondir sur une autre question d'Amina. Est-ce qu'on considère que la cigarette électronique rentre dans les mêmes risques que la cigarette en raison de l'inhalation? Ah non, non, puisque la cigarette électronique. Alors, la cigarette. Pas de combustion. Voilà, la cigarette électronique, c'est comme. Alors, tout le monde a déjà pris une casserole d'eau pour faire des pâtes. Mm-hmm. Je suis très. On parle vraiment de bouffe, moi j'ai faim maintenant. Il reste une minute là, après moi je vais manger. Bon. Tu mets de l'eau, donc c'est liquide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allumer le gaz, donc c'est la batterie. En fait, la cigarette électronique, c'est une transformation de liquide, pas de l'eau, il n'y en a pas, en vapeur. Il n'y a pas de combustion, d'accord? Donc il faut vapoter. Non, il faut prendre des substitutions. Des formes orales. Je fais un QCM là, je teste. Non. Il faut patcher, prendre des formes orales. Je dis juste que si je suis gros fumeur et que la vape m'aide à ne pas fumer. Et vape exclusive, attention, si vous vapez que vous fumez, vous annulez, voilà. On annule les effets. Voilà, mais je peux pas. Moi, j'ai des patients cliniquement, qui vapent. Donc, si vape exclusive pendant un temps, et comme je suis une comportementale, moi, qu'on mette une vape, qu'on mette un curly ou qu'on mette un moment, on met quelque chose dans la bouche. Donc, j'accompagne la personne aussi à se détacher de la vape. Mais en attendant, elle a un monoxyde ovaire et si elle doit se faire opérer, si elle a des urgences, s'il y a quelque chose, c'est une étape. Moi, j'ai des gens maintenant qui viennent me voir pour se séparer de la cigarette électronique en comportemental aussi.
Maintenant, on commence à en avoir. Ah, ben, j'imagine. Le but, c'est pas de s'installer dedans. Par contre, il faut le prendre pour ce que c'est. Donc, si je résume, le plus important, c'est résumons. Le plus important, c'est la raclette, ça on l'a dit. Alors, donc le plus important, c'est d'éviter, en tout cas, d'arrêter la cigarette en elle-même parce qu'il y a de la combustion, parce que c'est extrêmement néfaste. On peut pas arrêter comme ça simplement. Quitter la cigarette. On peut pas, en tout cas, supprimer la nicotine de son organisme comme ça du jour au lendemain. Oui, enfin, si traiter le nicotinomane, accompagner le fumeur. Voilà. C'est ça. C'est ça le bon le plus important. Voilà, traiter le nicotinomane, accompagner le fumeur. Voilà. Et arrêter et se sauver de la nicotine, c'est deux choses différentes. Complètement. Il nous reste, alors, on a le temps qu'on veut, hein, c'est pas c'est juste que j'ai fait un format d'1 heure pour que ce soit un peu digeste pour tout le monde. Tu as les mots de la fin, si tu as des choses qu'on n'a pas abordées. Oh, des questions. Il y a plus de questions. On a plein, hein, si tu veux, non, c'était. Si tu veux conclure ce moment d'échange qui est chouette en tout cas. Moi j'aime beaucoup. Ouais, moi je serais. Tu as résumé déjà pour ce qui est de la part scientifique. Après, sur la part plutôt, je peux encourager. Enfin, si les personnes qui nous écoutent, si c'est des fumeurs, donc je vous encourage vraiment à. C'est le moment ou jamais d'envisager de modifier votre comportement et pas d'arrêter si possible, mais faites-vous accompagner. Et pour les professionnels, prenez en charge le tabagisme. Ne faites pas de l'injonction à l'arrêt. C'est pas du tout la même chose. Et puis, venez vous former. Oui, c'est ça. En tant que professionnel de santé, venez vous former parce que vous avez, en tout cas pour plusieurs professions, vous avez la capacité de prescrire des substituts nicotiniques. Oui. Si on ne sait pas ce que c'est réellement, on ne sait pas comment bien les prescrire et comment bien accompagner finalement son patient en sujet. Pendant le mois sans tabac, il y a quand même aussi tous les ambassadeurs du mois sans tabac dans chaque région. Il y a des formations gratuites. Donc, j'encourage tous les professionnels à s'inscrire aux formations gratuites, justement pour savoir prescrire. Et en dehors du mois sans tabac, il y a des formations qui existent aussi pour pouvoir s'équiper. C'est pour pouvoir bien accompagner la partie nicotinomane. Et sur la partie fumeur, allez voir TCC Tabac sur mon site. Et puis j'espère qu'on pourra collaborer ensemble, bien sûr, sur ce genre de format que je trouve très intéressant pour pouvoir animer et puis faire une formation un peu ludique. Alors, c'est quoi ton site exactement? www.barbararampillon.com. Ça s'invente pas. Voilà. J'espère que vous avez bien noté. On vous l'enverra dans tous les cas. On le mettra dans la formation. Vous pourrez retélécharger du coup ce contenu. Vous pourrez effectivement avoir toutes les différentes, tous les sujets que tu as abordés, toutes les références, je pense aussi, qu'on mettra avec. La formation, tu donnes un petit peu les informations tarifaires, il y a des façons de prendre en charge la formation en tant que professionnel de santé. Oui, il faut me contacter, il faut m'envoyer parce que c'est adapté à chaque profil. Oui. Okay. Il y a des prises en charge possibles, etc. On mettra tes coordonnées aussi. Oui. Bon, écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vois qu'il y a des gens qui sont encore en train de tapoter. Éventuellement, on pourrait répondre aux questions plus tard, je sais pas. Il y a Pauline qui est dessus. Merci. Alors du coup, Virginie, est-ce que c'est important quand même d'avoir aussi les retours? Voilà. Oui. Donc Virginie qui nous dit merci, très très intéressant, envie d'aller plus loin. Et on a Pauline qui dit merci, c'était top. Amina également. Donc super chouette. Merci pour les retours. Merci pour tout. On n'avait pas de doute. Aussi bien sur le personnage, bravo à toi, c'est super cool de t'avoir ici. Et puis sur le sujet. Merci à vous surtout, c'est super agréable, ça change des webinaires. Je tiens juste à placer que nos formations pour les professionnels de santé sont sous ce format. Voilà. C'est ça. C'est important. Pour le mot de la fin, moi ça me donne. Eux ils ont tant mieux, moi aussi, parce que faire les formations que j'ai faites, moi je fais tabac psychiatrie aussi. Et le faire en format comme ça de module interactif, je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sympa. Donc, je suis un peu embêté. J'ai un message perso. Merci Barbara. Bientôt pour le vin en prison. Ah oui. Alors soit tu dois quelque chose. Non, c'est parce que j'interviens dans le cadre. En cas de pénitencier, je les ai formés et je vais les accompagner sur le terrain. Ça fait partie de mes compétences. Ça, c'est chouette. C'est un autre podcast, ça. Elle va très vite arriver. Mais David, on est très intéressé de venir directement sur site faire un webcast. Avec plaisir, ouais. On va venir en prison. Pour voir un peu effectivement comment se travaillent les professionnels de santé. En tout cas, ça pourra faire l'objet d'un webcast tabac et psychiatrie. Complètement. Parce que c'est en fait un centre psychiatrique. Ça pourrait faire l'objet. Voilà. Avec grand plaisir. C'est noté. Un grand merci à vous. On se dit à très très bientôt. Et puis on est ravis de t'avoir et à très vite.